Bonjour tout le monde. Salut, bienvenue dans ce superbe épisode numéro 7, le chiffre magique, pour cet épisode de RGB, Retro Gaming Bros. Voilà. Ça va Charlie? Ça va bien. On fête nous un an là. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, dis donc. Quoi de neuf? Et bien, plein de nouveaux jeux. C'est vrai? C'est Ouais. génial. Plein de nouveaux anciens jeux ou d'anciens nouveaux jeux? En ce moment, c'est plutôt des nouveaux, mais on parlera des anciens aussi bien, tout à l'heure. On parlera un peu de tout. Bon, j'espère que vous allez bien. On a pas mal de news, comme d'habitude. Ça désemplit pas pour le rétro gaming, hein, vous en doutez. Et on a un petit test en deuxième partie, donc vous allez voir ça. Ça va être sympathique. Je vous propose de commencer dès maintenant. Avec le neuf dans le rétro. Avec du neuf dans le rétro, tout à fait. Allez, on commence avec la première news. Une première machine un peu bizarre. C'est cette semaine, on a vu apparaître sur le net un prototype de chez Hyperskin. Hyperskin qui est connu pour fabriquer les... Hyperkin. Hyperkin, oui, pardon. Oui. Mais qui fait des skins en fait de trucs. Ouais, c'est plutôt des skins. Hyperkin. Ouais. Qui fait des consoles genre la Retro 5. Ouais. Une console qui lie vos anciennes cartouches pour ceux qui n'aiment pas l'émulation mais qui n'ont pas les vieilles consoles ou qui veulent avoir des consoles tout en un. Elle est pas très jolie quand même, hein, cette bestiole, mais... Non, c'est pas très joli, mais ça fait le taf quand même. Et donc là, on a un de leurs employés, Ramon Navos Moral, qui a posté sur Facebook des photos d'un prototype. Voilà, je vous le montre, d'une Nintendo 64 portable. Donc qui serait à l'étude chez eux. Alors c'est assez hallucinant. C'est massif, hein. C'est voilà. Ça reprend la manette et ça reprend la manette qui est quand même emblématique de la N64. Voilà, c'est ça, c'est le symbole de la N64. C'est la manette, donc ils ont fait une console qui reprend. C'est la Switch 64. Voilà. Tu vois bien que l'écran, c'est du plastique, tu sais, moulé un peu à l'artisanal par-dessus, là, c'est fait... Oui, bon, c'est un prototype, hein, donc... Bon, ça reste par sympa, contre, mais... ouais, voilà. Mario 64 en portable. Méga fat quand même à trimballer le truc. Et en plus, le truc un peu moche qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis, alors je vous la remets, l'écran c'est un 16 neuvième et c'est pas un 4 tiers. Ah, donc les jeux... Histoire que la console fasse pas 50 cm de hauteur. Ah, mais du coup les jeux vont s'adapter et non, tu vas devoir avoir... Non, bah c'est un petit peu écrasé quoi, mais... C'est dommage. Voilà. Bon, par contre, ce qu'on a vu sur les photos, c'est que tu peux trimballer dedans, tu peux mettre tes vraies cartouches N64. Oui, voilà. Alors l'intérêt, c'est que c'est quand même une vraie console avec donc la vraie manette pour la vraie jouabilité d'antan, et tu peux mettre tes cartouches dedans. Alors ça, les cartouches, je pense que c'était le prérequis pour qu'ils puissent avoir la licence pour le diffuser, l'appareil. Mais pour un truc portable, ça me paraît un peu contradictoire, parce que quand tu vois la taille d'une cartouche N64, c'est quand même assez fat. Ouais, Donc bah pour te trimballer ton lot de cartouches avec ta console portable, ça me fait un peu bizarre, donc bon. Ouais, bon, tu prends toujours ton Zelda, ton Mario Kart et ton Mario 64 et c'est bon. Ouais, donc un sac à dos, quoi, t'es parti. Ouais, bon. Et ouais, c'est sûr. Et au niveau des piles, je sais pas ce que ça va donner par contre. Oui, c'est ça en fait. Ils vont mettre une batterie quand même dedans. Avec l'écran. Mais bon, après, t'avais des consoles portables où tu mets les cartouches entières. T'en avais avec la Nomad de Sega. C'est vrai, tu mettais tes cartouches Mega Drive. Oui, mais c'est des consoles sorties à l'époque. Ouais. Là, t'en sors pas des nouvelles comme ça avec des super grosses cartouches. Bon, enfin. Voilà, une manette comme ça, exactement. Sauf qu'elle est pas sur le Tardis. Mais en fait, vu que c'est plein de vide, cette manette, ils vont pouvoir mettre des batteries dedans. Peut-être. Faut espérer. Ah, il y avait... tu avais déjà un compartiment... Ils avaient fait des sans fil, je sais plus. Non, par contre, tu avais un Rumble Pack que tu pouvais mettre derrière. Une extension pour avoir la vibration. Et tu avais aussi une extension mémoire pour les jeux qui avaient besoin de plus de mémoire. Pour les textures et tout ça. Là. Bon, le truc risque de faire 10 kilos au final, mais avec l'écran, voilà. La cartouche, la batterie...
Ça va être... Alors, ce qui est intéressant, donc tu disais, c'est que c'est un leak d'un employé de Hyperkin. Ouais, qu'il a fait de son plein gré. Et le mec, il a pas été viré. Bah pas encore. Pas encore. Alors, refresh sur Twitter. Pas encore, faudrait peut-être aller voir parce que en fait il a fait ça, il en avait un peu marre parce que c'est un projet qu'ils ont chez Hyperkin, donc Ouais. qu'ils ont depuis quelques temps et malheureusement il est pas en haut de la pile et lui ça l'énerve un peu. Ah, c'est ça, Donc, il va faire monter la hype voilà. pour que les gens viennent le soutenir et que son projet passe devant Voilà. et qu'il ait le C'est ça. financement en interne. On C'est voit une- le truc venir. C'est une bonne Bon. stratégie, je sais pas si ses employeurs seront du même avis mais bon. Non, mais même si ça se fait pas, c'est intéressant de noter ce genre de projet en fait sur lesquels travaillent les constructeurs. On voit que le rétro gaming, ça a toujours de l'effervescence, il y a toujours des boîtes, en Hyperkin en premier, ils sont connus pour ça, pour tenter des nouveaux trucs avec. Donc c'est intéressant de voir que ça vit encore. Voilà. La N64, c'est une console qui a pas encore été rafraîchie. T'as pas encore eu des pense à la N64 Mini, mini, t'as pas encore eu des clones récents comme t'as eu pour les Mega Drive ou les C'est autres. vrai. Donc à mon avis, c'est la prochaine vague, tu vois, de consoles qui va arriver. C'est la suite logique. Il y a la Game Boy aussi qui est pressentie comme le Game Boy qui est pressenti comme Ouais, pour l'année prochaine, ouais. ouais pour l'année prochaine. Bon, on Mais verra. bon, après c'est vrai que le design aussi faut c'est pas très vendeur moi je trouve. Mais bon, on verra bien si ça si ça sort un jour. Pour une portable, ça me fait bizarre. En tout Bon, cas, ok. ça leur a fait un petit peu de pub. oui, avec bien sûr. Arkane. Et on parle d'eux, tout à fait. Voilà, c'est peut-être juste de la com. On verra. À suivre. Prochaine news, on parle aussi des 30 ans de Street Fighter. Ouh. Donc Capcom, bien sûr, s'est jeté sur l'occasion pour nous sortir un nouveau Street Fighter. Enfin, il n'est pas encore sorti, il a été annoncé. Parce que les 30 ans, ça sera au mois de mai 2018. Ouais. Et donc, on va avoir droit à un Street Fighter 30e anniversaire Collection. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Il va y avoir du monde. 148 personnages. Et bien sûr, je n'ai pas l'image avec tous les jeux, mais c'est pas grave, il y en a 12. Il y en a 12, ça part Je de vais peut-être trouver. Street Fighter 1. Ça part de Street Fighter 1 Ah oui, carrément. Donc, jusqu'à la version la dernière édition de Street Fighter 3. On n'a pas le 4 ni le 5, ils sont restés sur tous les Street Fighter en 2D. D'accord. On n'a pas Street Fighter The Movie non plus, on n'a pas, Bah, heureusement, ça, on peut s'en passer sans problème. on n'a pas Street Fighter X non plus, mais c'est pas très grave, on s'en passe comme tu dis. On a Street Fighter 1, donc ça va être la partie un peu nostalgie pour ceux qui ne l'ont jamais connu, parce que c'est vrai qu'il est pas très connu le pauvre Street Fighter 1, Ça, c'est clair. et c'est pas un mal parce qu'il est pas tip top, mais bon, c'était les prémices du jeu de combat, donc Ouais, pour puis ça vaut le coup d'essayer. il est pas sorti. Street Fighter 2 a été aussi le jeu de lancement de la Super Nintendo, donc Oui. ça y joue. Je l'ai là. Voilà, c'est parfait. Voilà, tu vas pouvoir nous afficher ça. Et donc après, sur 12 jeux, donc après on a une palanquée de Street Fighter 2, je crois qu'on en a 4 Non, d'après mais mes ça, souvenirs. il y a eu tellement d'éditions, incroyable. Ouais, mais là en plus ils en ont mis des un peu pareils quoi. Il y a le Street Fighter 2, voilà. Merci. Le Street Prime. Fighter 2, le Street Fighter 2 Prime Champion Édition, le Street Fighter 2 Prime Hyper Fighting. Bon là, je sais plus la différence entre les deux déjà. Et ensuite il y a les deux Street Fighter 2. Les deux Super Street Fighter 2, le normal et le turbo. Bon, ok, ça sent un peu le remplissage quand même. Non, mais alors, après, il y a des trucs intéressants, c'est qu'il y a des éditions dans lesquelles il n'y a pas tous les persos, il y a des éditions sur lesquelles tu as des... alors, Street Fighter Alpha 3, il est super connu pour tout ce qui était championnat. Donc, c'était une édition qui était terrible au niveau championnat de Street Fighter. Et après, les autres, avant, les deux Prime, Turbo, Super Street 2, tout ça, c'est grosso modo le roster de personnages qui change. Ouais. Mais il n'y a pas eu de grosses fonctions en plus. Par Ouais, contre, ouais. il y a des versions qui sont vraiment radicalement différentes dans le tas. Donc après, t'as 3 Street Fighter Alpha. Et t'as Alpha 1, Alpha 2, Alpha 3. Voilà, bon ça, là, on Et les est Street d'accord. Et Street Fighter 3, le normal, le Second Impact et le First Strike. Ouais, alors Donc, Street Fighter 3, c'était moins... C'était, ouais, moi j'avais déjà lâché. Ouais, pareil, j'étais plus dessus là. Donc voilà ce que ça donne comme image. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cette édition, surtout pour nous, nous collectionneurs et nous amoureux de l'histoire des jeux vidéo, Oh oui, oh oui. c'est qu'il y aura un mode musée qui va nous être proposé sous cette forme. Donc ça va être une timeline qui va partir de la naissance de Street Fighter jusqu'à 2018 et qui va nous ressortir plein d'anecdotes, plein d'histoires, plein de travaux, par exemple des recherches sur les personnages. Il va y avoir Des protos, des... voilà, tout l'historique, voilà, de la recherche de personnages au niveau D'accord. graphisme,
Donc ça, c'est vraiment super. C'est comme dans comme dans les livres qu'on aime bien. Ouais, du artbook intégré dedans. Voilà. Ah, ça c'est top, ça, les Tu petits. vois, au niveau des décors, t'as tous les artbooks, c'est génial. Il est tellement magnifique ce décor dessiné comme ça. Et ouais. Donc là, tout de suite, rien que pour cette partie, ça devient plus intéressant. Les recherches au niveau des logos aussi. Alors ça marche pour tout et n'importe quoi. Pour les jeux, oui, mais alors pour les produits, les marques et tout. Voilà ce qu'on a évité, hein, celui du... Celui du bas et au milieu, il est particulièrement moche. Ouais, on dirait un peu Street Racer, je crois. C'est vrai. Les tâches, ça fait un peu du Splatoon, tout ça, bref. Donc voilà, ça va nous faire une douzaine de jeux. Ça retrace les 30 ans. Pour info, il y a eu 39 millions de Street Fighter qui ont été vendus depuis la naissance de la licence. C'est pas mal. C'est pas mal pour un jeu de combat. Et sans compter le nombre de bornes d'arcade qui ont eu dessus et le nombre de gens qui se sont affrontés là-dessus, c'est assez incroyable. Ouais. Alors je me suis un peu renseigné du coup pour comparer à d'autres séries de jeux de combat. Tekken est à peu près au même niveau quand même. Volume de vente ? Ouais, je pensais que Street Fighter était largement devant, mais Tekken a bien cartonné grâce à la PlayStation 1. Bah oui, l'événement de la 3D. Ouais. Donc voilà, forcément. Et bon, après, on est loin, très loin d'autres séries phares comme... alors chez Capcom, il y a Resident Evil qui s'est vendu à 90 millions. Tous les Resident Evil. Mais c'est pas une série de baston, ça ? Non, mais en dehors des jeux de baston. Ah, jeu de baston. Ouais, non, jeu de baston, bah voilà, on est King of Fighter, ils sont même pas... King of Fighter, bah non. KOF, le jeu de baston ultime. Les jeux à 1400 francs. Ouais, non, mais c'était les jeux d'arcade et de la Neo Geo, mais bon. Voilà. Mais donc voilà, il arrive donc en mai, normalement 2018, sur support physique et numérique. Donc, d'accord, en démat et en cartouche, voilà, ou CD ou DVD. Voilà. Bon, il y aura peut-être qu'un code de téléchargement à l'intérieur, mais en tout cas... C'est vrai, ça peut être ça, tour à la boîte pour pouvoir l'exposer comme celle-là qu'on voit pas qui est là. Voilà. Le joli. En tout cas, il y aura sur quelle plateforme du coup une version physique sur à peu près toutes les plateformes actuelles, la PS4, la Xbox, la Switch et le PC. Ah, c'est cool ça. Donc voilà, et si, la petite nouveauté quand même, ils n'ont pas juste posé des émulateurs avec les jeux dedans. Il y a Mortal Kombat, c'est vrai, on nous dit dans la chatroom, je sais pas au niveau des ventes, je pense qu'ils sont un peu derrière aussi. Ah, je pense aussi. Ils sont largement derrière même. Du fait de la limitation d'âge avec le sang, les morts et tout ça, ils ont pas du tout touché le même public. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc il y a un mode en ligne qui va être rajouté sur certaines versions. Alors en général, c'est la dernière version de chaque Street Fighter qu'on a vu tout à l'heure. Chacune des versions. Donc le Super Street Fighter de Turbo aura un mode en ligne, le Street Alpha 3 et le First Strike auront des modes en ligne. Alpha 3, ça peut le faire, hein, parce qu'il y avait une communauté assez impressionnante dessus. Et les versions d'avant, j'attends de voir, parce que le jeu n'a pas été prévu pour, donc comment le jeu en réseau et la bibliothèque de jeux en réseau va gérer la latence, etc. C'est vu que ça n'a pas été fait nativement dedans. Oui, tout à fait. Après, je l'ai pas noté, mais ils ont énoncé le nom d'une technologie qu'ils avaient fait exprès pour. Ouais, mais ça c'est le buzzword. Voilà. Ne vous inquiétez pas, on a un mot magique pour vous dire qu'on a bossé sur une technologie. Ouais, c'est ça. Ils ont révolutionné, ils ont ubérisé l'interface réseau avec une. On a le Hadouken anti-lag mode. Voilà. C'est bon. Bon, non, mais en tout cas, c'est intéressant. C'est Street Fighter Alpha 3 disrupté. Disrupt. C'est pas TechCrunch Disrupt, c'est Street Fighter Disrupt. Donc rendez-vous au mois de mai et ça coûtera 39 € au lancement. Ah, c'est pas mal ça. Ah, c'est tentant. Alors du coup... Ça fait longtemps que j'ai pas racheté un Street Fighter. Ben moi aussi. Depuis le HD Remix. Sans compter le 5 et le 4. T'as pris le 5 ? Ouais, j'ai acheté le jour de la sortie. En fait, il les a tous. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté un... Ah, il n'y a pas eu de nouveau en fait. Je l'ai déblisté il y a un mois et j'y ai joué il y a... Ah non, le 5, j'ai passé. J'avais le 4. J'ai pris le 4, mais pas le 5. Mais bon, là, ce qui m'intéresse de voir, c'est sur quelle plateforme je vais avoir des sticks arcade qui vont être suffisamment intéressants pour jouer avec. Ouais. Ou alors sur la Switch avec... Est-ce que tu vas oser y jouer sur Switch ? Non, peut-être pas. Ça dépend de la version, on verra. Ou avec une bonne manette Bluetooth ? Voilà, on va voir ça. Peut-être en partie 2, on verra ça. Ça marche. Bon, de jeux de combat à Nintendo, il n'y a qu'un pas. Voilà, on va enchaîner avec un gros morceau. Avec l'histoire de Nintendo. Remontons dans le temps encore plus loin. Encore carrément. Plus loin. Je vais vous parler de livres que j'avais déjà évoqués. C'est l'histoire de Nintendo. Hop, plutôt comme ça. C'est voilà. magnifique. Un livre de Florent Gorge qui a été édité chez Pix & Love au départ et maintenant chez Omake Books. Ouais.
Donc Florent Gorge, on l'a déjà évoqué plusieurs fois, et ceux qui suivent tout ce qui est rétro gaming le connaissent forcément. C'est un historien du jeu vidéo, un spécialiste de Nintendo, qui nous a sorti déjà 3 livres sur l'histoire de Nintendo. Le volume 1 qui parle de la naissance de Nintendo et leur première création au niveau des jouets, etc. Complètement. Les toutes premières consoles avant la NES. Le volume 2 qui parle donc des Game & Watch. Et le volume 3 qui est là, qui parle donc de 1983 à 2003, mais qui est sur la NES uniquement. La NES et la Famicom. Ouais. Donc, encore des livres sur l'histoire du jeu vidéo, oui, mais ça, c'est vraiment les livres les plus complets que vous trouverez sur les différents sujets que je viens d'évoquer. Sachant que ceux-là, en tout cas, le numéro 2, le volume 2, c'est celui qui va être réédité, qui sera disponible le 15 janvier, pour la somme de 25 €. Qui ressort, il a été sorti en 2012, la première version, c'est-à-dire celle-là. Bon, après les infos forcément dedans sur l'histoire de la création des Game & Watch, ça se périme pas en général. Ça change pas trop, hein, c'est déjà du passé, c'est clair. Voilà, mais quand même. La version qui sort en janvier va quand même être augmentée. Ils appellent ça une version augmentée. Il y a 16 pages de plus. Ils ont augmenté la réalité. Voilà, faut avoir des lunettes pour la lire. Non, il y a plein, voilà, si j'arrive à ouvrir, il y a plein, donc la maquette a été retravaillée, vous aurez des nouvelles photos, des nouvelles anecdotes, des nouvelles mises en page, des nouveaux modèles un peu particuliers de Game & Watch qui sont présentés. À mon avis, c'est surtout des versions un peu localisées dans certains pays qui avaient peut-être été ratées à l'époque, parce que celui-là est déjà hyper complet, forcément. On a les 59 ou 69, je sais plus, Game & Watch qui sont sortis, je crois que c'est 59. La 59. complète, la totale. Voilà. Alors, c'est pas une Bible comme vous pouvez trouver sur... je sais qu'il y a la Bible de la Game Boy qui est déjà sortie, ou certaines Bibles qui vous mettent 95% du livre sur... Qui font tous les jeux qui sont sortis, qui font du référencement, qui font vraiment de l'inventaire. C'est ça, là, il y a une partie inventaire forcément qui doit faire, je sais pas moi, 20% du livre, mais il y a une énorme partie hyper intéressante sur l'histoire et la création des Game & Watch. Ah, c'est surtout ça. Qui fait 60 pages. Et comme je disais, c'est pas juste on a copié-collé l'article de Wikipédia, c'est vraiment un travail d'enquête incroyable qu'a fait Florent Gorge. Sachant que pour la petite histoire, il a vécu au Japon, il a travaillé pour des magazines japonais sur les jeux vidéo, puis en France ensuite, donc il a des contacts au Japon, chez Nintendo, il a fait des interviews, donc on a des tonnes et des tonnes d'anecdotes, des interviews de personnes qui ont contribué à la création de ces Game & Watch, donc c'est hyper intéressant. Et après, si vous êtes vraiment un collectionneur de Game & Watch ou très intéressé par les Game & Watch, à la fin, vous aurez toutes les versions spéciales qui sont sorties dans les différents pays. Des versions rares, celles qui coûtent un bras ou un rein. Sous différentes marques. Avec même. les packaging, Voilà, parce que c'était aussi des objets promotionnels à l'époque. Ouais. Donc il y en a certains qui ont des tags de certaines marques, c'est assez rigolo. Vous verrez les pubs de l'époque, vous verrez les goodies, tout ce qui va avec, vous verrez un peu les versions... Voilà, la concurrence. La concurrence, c'était des jeux un peu moches, genre ça. Voilà, des jeux vraiment en plastoc. Bon, celui-là, j'ai pas mis de pile, donc on va pas voir grand-chose, mais... Souvent, c'était des petits jeux comme ça. Il y avait des Tigers. Les Tigers, ils arrivaient un peu à suivre quand même, c'était assez sympa. Ouais, j'en ai vu des Tigers, tiens. Surtout grâce aux licences qu'ils avaient. Il y avait des Megaman, il y avait des Sonic, des Shinobi, donc c'était assez sympa. Des jeux qui faisaient rêver. Mais après, bon voilà, le plus mythique des années 80, c'est vraiment le Game & Watch Nintendo, qui est sorti sur plusieurs formes, comme vous avez vu sur les plans. Hein. D'abord les tout premiers plats. En noir et blanc, après avec des décors colorés, après vous en avez eu à 2 écrans, après vous en avez eu... Le dual screen déjà à l'époque. Voilà, les prémices de la DS. L'ancêtre de la DS. C'est après ça. Vous avez eu ceux qui se jouaient à 2, après vous en avez eu le... Ah d'ailleurs je l'ai pas amené, c'était quoi, les Super Color je crois, ceux qui avaient des cristaux liquides avec un fond... coloré derrière. Après, on a eu que 3 qui sont sortis. Et puis après il y a eu les panoramas screen et les tabletop. Les tabletop, les fameux. Donc c'est ceux avec des écrans éclairés en fait, ouais. qui sont assez sympas aussi, mais assez imposants.
Donc c'est le livre qui en fait va pas te coûter cher de suite, mais qui va te coûter cher après, parce qu'il va te donner tellement envie d'aller en chercher et en acheter que ça va te coûter cher. C'est ça. Parce que les Game & Watch, c'est quand même... Si vous êtes un peu intéressé sur cette époque et même sur l'histoire de Nintendo, foncez dessus parce que on apprend vraiment plein de choses super intéressantes. Et si vous aimez déjà les Game & Watch, bah alors là, vous posez même pas la question, faut l'acheter absolument parce que ça va vous combler. Et bon voilà. Alors pour la petite histoire, c'est Gunpei Yokoi qui a été à l'initiative des Game & Watch en 77. Et pour la petite anecdote, il a eu l'idée dans le train, en revenant d'une journée de travail, il était assez crevé. Il a vu son voisin d'en face qui était en train de passer le temps en jouant sur sa calculatrice, et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de faire ça. Un petit jeu qui soit assez discret. Calculatrice. Voilà. C'est clair, hein. Donc après, ils ont été... Après, bon, je vais pas vous raconter toute l'histoire, mais ils ont été aidés par Sharp pour les écrans. Spoiler. J'ai pas vu la fin encore, attends. Il y a, retenez ce nom, on en reparlera tout à l'heure, Satoru Okada qui est venu l'aider sur la partie électronique. Parce que Gunpei Yokoi, il a surtout inventé le concept, mais après, niveau électronique, il n'était pas assez balèze pour se lancer tout seul. Donc Satoru Okada est venu l'aider. On a les schémas et tout de la conception électronique là, pour les boutons et tout, déjà à l'époque. Voilà, donc quand je dis c'est un travail d'enquête et de recherche, c'est par tous ces documents qu'on a la valeur de ce livre qui est vraiment hyper Bill complet. Gates considère la croix directionnelle comme l'une des plus grandes inventions du siècle. Voilà, c'est la croix directionnelle a été apportée par les Game & Watch. Carrément. Donc voilà, on va s'arrêter là. Ça sort le volume 1 a déjà été réédité au mois de mai. Le volume 2 est en cours de réédition et sera disponible le 15 janvier. Le volume 3 dont je vous ai parlé tout à l'heure sur la NES, qui lui aussi est hyper intéressant, mais je vous en reparlerai du coup à la sortie de celui-là dans un prochain RGB, avec plein d'histoires sur Nintendo France, le début de Nintendo France, c'est excellent, les anecdotes qu'on peut retrouver là-dedans. Et alors là, ce qui est bien, c'est que le volume 4 qu'on attend du coup depuis 2013-2014 devrait sortir en 2018. Donc ça, c'était la grosse info. Il a lâché l'info. Voilà. Volume 3 en 2018. Le tome 4. Comme le 4, pardon. Le 4 qui sera sur la Game Boy. Ah oui. Le 4 sur la Game Boy, carrément. Donc voilà. La 2018 Game Boy, ne franchement, peut être qu'une bonne année. La Game Boy, il y a tellement de choses à dire dessus, parce que l'histoire a été tellement mouvementée sur le projet avorté, recréé, relancé, en retard technologique, mais qui a cartonné les prix, les machins, tout ça. C'est une très belle aventure, la Game Boy, ou le Game Boy. Puisqu'on dit officiellement le Game Boy, hein, Nintendo a fait un communiqué officiel là-dessus. Ouais, mais c'est trop tard. Ouais, c'est trop tard, les habitudes sont ancrées maintenant. Nickel. Allez, écoute, c'est génial. Alors on va rester dans les Game & Watch. D'une Game & Watch à une autre. Il n'y a qu'une seule news, regardez, pan, voilà. Donc là c'est la version 2 poches, mais il faut une très grande poche. Voilà, on part du côté de Thomas Tiley qui nous a fait ça. Une version Tranquille. de presque 2 mètres de large de Game & Watch, qui est fonctionnelle, hein, attention. Waouh. Qui est fonctionnelle. Ça lui a pris 6 mois de travail pour faire son octopus géant. La vache. Voilà, pour vous rendre un peu compte de la taille avec un humain à côté, ça donne ça. T'es obligé de jouer à deux du coup là, c'est du coop canap, Voilà, chacun son bouton. Sur celui-là, ouais, c'est chacun son bouton, donc c'est un à gauche, un à droite. Et hop, voilà. Et bah voilà, ça lui a pris 6 mois de travail. Donc c'est vraiment fonctionnel. Hein. Il a pris un écran LCD qu'il a mis au milieu. Derrière, il y a un PC portable qui fait tourner une version flash du jeu. Ah purée. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des versions flash émulées de. Il a branché ça aux énormes boutons qu'on voit. Et voilà. Le rendu. Alors je pense que techniquement c'est pas ouf en termes d'électronique, etc. Par contre, en termes de travail pour la finition et tout ça, c'est ouf. Hein. C'est vraiment super clean hein, ce qu'il a fait comme boulot. Ouais, c'est pas un truc fait à l'arrache pour une expo, c'est vraiment... Enfin, si, il l'a fait pour une expo, mais c'est pas du tout du travail à l'arrache. C'est un vrai passionné du truc. D'ailleurs, hein. je vous mettrai le lien dans la description sur YouTube de l'épisode, mais allez sur son site, c'est tomtiley.net. Il fait plein de projets comme ça, de bricolage, et le mec, c'est un passionné, il fait des trucs énormes. Brico rétro. Et d'ailleurs, il vous montre le tuto pour... il vous montre les plans. La création de ça, de A à Z,
tout ce qu'il a fait. Si vous voulez vous en faire un chez vous, vous pourrez facilement. Tranquille. C'est vraiment hyper détaillé et c'est vachement intéressant. Moi, je peux m'en servir de table en même temps, ça peut être pas mal. Pour les fans de bricolage, là, si vous savez pas quoi faire cet été ou cet hiver, vous pouvez y aller. C'est un cousin des Daft Punk, on nous dit. Ouais, c'est... Il a oublié d'éclairer son casque. Mais non, c'est un protecteur dans BioShock. Oui. C'est le dad. Plutôt. Et en fait, c'est la soirée des news Game & Watch. Ouais, tant qu'on y est, on va encore en faire une dernière. Allez, tant qu'on y est. Jamais 203. Voilà, alors ça m'a fait délirer cette news. C'est apparu il y a un mois. C'est l'histoire d'un mec Alors c'est l'histoire d'un mec, figure-toi. qui se baladait Il roule sur la route. à Long Island, Voilà. dans la banlieue de New York, et il est tombé sur quoi? Il est tombé sur ça. Du coup, alors vous voyez sur la plaque c'est écrit Game & Watch. Le mec s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vais poster des photos sur internet. Bouteille à la mer. Dites les gens c'est quoi? On va Oh la vache, essayer ah oui, de- c'est quand même, c'est rustique, hein, c'est rustique, de l'époque. ouais. Hein. C'est du rustique. Donc au début il s'est demandé qu'est-ce que c'est que ce truc, est-ce que c'est... donc c'est écrit Game & Watch. Donc si tu t'y connais un peu, tu te dis bon qu'est-ce que ça peut être? C'est peut-être un dev kit de Nintendo pour tester les Game... Ah ouais, carrément. pour tester les Game & Watch. Les gars dev kit, tu sais, Puis faut après, une les mecs, remorque. ils sont venus, ils ont commencé à lui dire mais non regarde le truc il est peint en orange, les dev kits on s'embête pas à faire des trucs comme ça. Alors après ils ont continué à scruter les photos, ils ont vu qu'il y avait quand même une puce Nintendo à l'intérieur, donc ils se sont dit ah Oh, non c'est un oh, truc oh. officiel, c'est pas un fan qui a fait ça. Qu'est-ce que ça peut être? C'est peut-être donc justement un simulateur de Game & Watch que Nintendo utilisait pour tester ses jeux avant de les faire en minuscules. Ouais. Mais si vous regardez bien cette image, vous voyez que par exemple la puce, Elle a l'air soudée à la main quand même. Hein. voilà, elle est bien soudée, donc là c'est un simulateur mais qui simule uniquement Flagman. Flagman c'était celui-là, c'était un des tout premiers Game & Watch. Mhm. T'avais 4 boutons, fallait à chaque fois le bonhomme il levait un drapeau. Il fallait appuyer sur le bon bouton. Fallait, du bon côté. t'avais deux modes, soit fallait refaire la suite de drapeaux Mhm. qu'il avait faite, un peu comme sur les Simons, Carrément. c'est ça. Hein. Soit un deuxième mode où il levait les drapeaux et il fallait que tu appuies sur le bouton correspondant Le plus vite dans la possible. microseconde. Ouais. Donc c'était assez rigolo. Donc là on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce gros truc? En tout cas la puce est soudée, donc c'est pas une espèce de dev kit où on pourrait tester plusieurs Game & Watch, c'est vraiment un truc qui a été fait pour Flagman. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, on en est resté là. On n'a pas l'info en fait. On n'a pas l'info, mais l'enquête a continué. Tant. Le suspense est à D'un son coup, comble. Il y a le fameux Florent Gorge qui est arrivé dans la discussion. Il passait sur la route, il a vu le truc aussi. Celui qui a fait les livres dont je vous ai parlé à l'instant. Voilà. J'espère que vous avez suivi quand même. Donc en fait, ça s'est suivi sur internet cet aspect-là de En fait, l'enquête sur l'origine de cet appareil-là. En fait, c'est tombé sur le site d'un spécialiste du Game & Watch allemand. Et ensuite, l'info a été relayée et arrivée aux oreilles de Florent Gorge, qui D'accord. lui ne l'avait pas mis dans son livre. Donc, Mais il s'est dit voilà une info supplémentaire qu'est-ce pour que une c'est 3e édition de voilà, la mais, Bible. mais comme il rigole pas, Florent, lui, il a directement appelé Satoru Okada, dont je vous ai parlé tout à l'heure, un des Tranquille. deux concepteurs des Bouge Game & pas, Watch. je l'appelle. Attends, Sato. je vais lui demander. Salut. C'est Sato. Sato. Allô, Sato. Ah, Sato, ouais. Dis, je trouve un truc bizarre. Je t'envoie une photo. Ah, il bouge pas. Sachant que ce brave Satoru Okada, maintenant, il est directeur de la branche R&D de Nintendo, ceux Tranquille. qui font la recherche et le développement, qui s'occupe de tous les... C'est quoi? C'est tous les OS de toutes les consoles portables. Bon, enfin, il travaille toujours chez Nintendo, en tout cas. Et Il comme va à être l'époque, il faisait partie de l'équipe qui a créé les Game & Watch, bah, il s'est dit, tiens, un petit coup de fil, on va voir. Et cette personne, donc Satoru, ne connaissait pas cet engin. Ouais, Ne donc connaissait pas cet engin. Il lui a dit, non, on n'a jamais construit ça, nous. pas On vu, s'en pas servait connu. pas. A priori, il lui a dit ça c'est peut-être plutôt quelque chose qui a dû servir sur des salons ou dans pour les commerciaux ou dans les boutiques. Ah, ok, comme un truc Voilà. de présentation, une démo pour un truc plus grand public Voilà, pour pouvoir plutôt- gérer ça. plutôt une démo. Mhm. Et c'est là que les internautes, en continuant de chercher, se sont rendus compte que la machine avait été retrouvée donc à New York, pas très loin de l'ancien siège social de Mego, MEGO, Ouais. qui était un importateur américain de Game & Watch dans les années 80. Oh, et donc c'est eux qui auraient fait le C'est eux travail qui auraient de fait, ces machines. construire ça autour Ouais. de la puce d'origine de Flagman Mhm. pour Sachant que, Une comme bande je vous de démos. disais tout à l'heure, les Game & Watch, souvent au tout départ en tout cas, avant que Nintendo of America existe, c'était Mego qui importait les Game & Watch et qui les rebrandait. C'était pas des Nintendo, c'était des Time Out. Ça s'appelait Time Out, et puis Time Out Flagman, Time Out Manol, et etc.
Salut Donc, Rusher, pardon, et merci. Salut Rusher et merci. Donc Mego, qui importait à l'époque les Game & Watch, avait la main sur le matos et aurait très bien pu fabriquer ce genre de choses. Bon, malheureusement, on ne pourra pas leur poser la question vu qu'ils ont fait faillite en 1983 et que Nintendo America a pris la suite. Donc l'énigme reste entière, mais on a quand même assez avancé sur le truc. Ouais, mais ils ont trouvé la société, ils vont peut-être trouver quelqu'un qui était dans cette société pour avoir l'info. Maintenant, ils vont remonter la piste. Voilà. Mais en tout c'est cas, c'est marrant comme truc. C'était la petite enquête du mois. C'est ça. Ça m'a fait rire. L'enquête. Allez, zou. Ah, on va sortir de Game & Watch, maintenant on va parler d'un nouveau produit. Oui, d'un nouveau produit qui s'appelle la Game Shell. Alors la Game Shell, c'est quoi ? C'est un projet Kickstarter déjà pour une console portable modulaire. Et oui. Alors ça, la tête, hein, vous voyez, ça reprend clairement la tête d'un Game Boy. Je vais y arriver. Donc le form factor, hein, pareil, la croix et un peu plus de boutons, puisqu'en fait on va avoir besoin d'un peu plus de boutons, vous allez voir pourquoi. Elle est un poil moins épaisse au niveau du form factor, et on a un écran couleur en plus. Voilà, c'est à peu près les grosses différences fondamentales sur le design extérieur. Et après, ce qui change, ça va être tout le contenu, évidemment. Et comment ça va fonctionner. Alors c'est une console qui se veut entièrement modulaire, vous voyez, donc en fait elle est vendue en kit, et c'est des kits où tu as différentes pièces que tu vas pouvoir assembler toi-même, un peu comme des Lego, tu vois, donc c'est vraiment le principe de la machine, c'est-à-dire qu'ils te vendent des petits blocs séparés. Ça me fait un peu penser au projet Aria. Exactement, c'est ce que je voulais dire, au projet Aria, donc c'est les téléphones, les smartphones qui voulaient faire modulaire. Je pense qu'ils surfent sur la même idée là-dessus, donc ils proposent ces modules-là en vente. Donc ils font des packs, hein, initialement il y a un pack. Pour l'instant il n'y a qu'une seule version pour tous ces packs-là. Alors leur principe, c'est cet aspect modulaire et en même temps un système qui se veut entièrement ouvert, donc à base d'un Linux. Donc il faut voir que c'est un petit peu comme l'équivalent d'un Raspberry Pi dans une console portable qui va être entièrement ouvert avec un système sur lequel tu vas pouvoir faire tourner des applications, des jeux qui seront natifs pour la console et des émulateurs. D'accord. Alors là, je dis miam miam et en même temps, j'attends de voir. J'attends de voir. Voilà. Est-ce que c'est assez puissant pour faire tourner Alors, c'est parfait. Bel enchaînement, merci. Alors, je vous fais rapidement l'inventaire de ce qu'ils vont mettre dedans pour comparer un petit peu avec un Raspberry Pi. Donc, c'est un processeur All-Winner. Voilà, donc 4 cœurs ARM Cortex A7, voilà. 1 Go 2 de vitesse, et le chip graphique, c'est un Mali 400 MP2. Donc c'est, grosso modo, pour vous situer, c'est plutôt intéressant au niveau des plateformes comme ça, Raspberry Pi. 512 de RAM, c'est pas mal. Il y aura pas de stockage intégré, donc il faudra venir avec sa carte micro SD, mais tu pourras mettre une grosse carte micro SD. Ouais, ça au moins t'es tranquille. Enfin, voilà, fais ce que tu veux, quoi. Micro SDHC, donc tu peux mettre des gros trucs. Du Wi-Fi, du Bluetooth, donc ça c'est plutôt pas mal. Le Wi-Fi aussi, le Bluetooth pour des manettes à distance, ça se recharge, puisqu'il y a une batterie intégrée, ça se recharge en micro USB, classique. Ouais. Batterie 1050 mAh, donc c'est plutôt moyen. L'écran 2,7 pouces. La résolution est un peu limite, mais pour faire du rétro gaming, ça suffit. 320 par 240. Donc c'est un peu plus que ce que fait une GBA. D'accord. En termes de résolution. Voilà. De toute façon, vu la taille de l'écran. Voilà, 2,7 pouces, tu fais pas grand chose. C'est un écran couleur par contre et 60 Hz, donc normalement tu vas être assez fluide. Voilà. Et haut-parleur stéréo. Alors, pour résumer tout ça au niveau performance, on va se retrouver à cheval entre un Raspberry Pi 2 et un 3. Donc c'est vraiment très proche du 3, mais un peu en dessous, parce qu'il y a un peu moins de RAM, le processeur est un peu moins performant, mais c'est quand même largement suffisant pour faire tourner tout ce qui va être émulation, puisqu'en fait un Raspberry Pi 2 était déjà suffisant. Déjà avec un 2, t'es un Pi 3, c'est la fête du slip, et ça va être surtout intéressant pour des plateformes comme la PS1 ou la Dreamcast. Voilà. Donc là, si tu fais fi de ces dernières générations de consoles, des consoles récentes, en fait, toutes les générations avant sont émulées assez facilement. Voilà, donc il y a 2 jeux qui sont livrés avec, qui sont Doom et Cave Story. C'est un Linux dessus, t'as dit. C'est un Linux, une plateforme Linux, donc on va mettre ça. Après, c'est toi qui installes tes émulateurs alors. Alors voilà, le système est ouvert, donc il est livré avec ces 2 jeux, et après tu es ouvert pour en faire ce que tu veux. Donc là, le système va supporter en natif, on voit un différent langage de programmation, donc tu vas pouvoir aussi t'en servir comme une plateforme de développement, puisque tu vas avoir un kit de développement qui va être fourni avec. Voilà, c'est pas mal. Donc il y a des coques en fait différentes, donc on l'a vu, par défaut elle est livrée, alors suivant les packs que tu commandes, tu vas avoir des coques qui vont être de couleurs différentes, hein, une coque blanche ou grise, ou un mix blanc-gris, ou des coques personnalisées comme celle-là qu'on a vu à Nyan Kite, pour ceux qui backent le plus haut possible.
Et après, elles sont chouettes, il y en a d'autres qui sont intéressantes. Et après, donc, tu vas avoir ces composants modulables, donc qui vont être pour l'instant tout cela livrés ensemble. Mais après, tu peux imaginer que tu vas les faire évoluer, c'est-à-dire que tu vas changer l'écran pour en mettre un de plus haute résolution, changer le processeur pour avoir, enfin le processeur, la carte mère, puisqu'en fait il y a tout dedans, changer la carte mère pour avoir un truc plus puissant, costaud, ouais. voilà, ou des boutons pour avoir plus de pareil, boutons, la batterie aussi, etc. Ou le haut-parleur stéréo. Donc ça peut être évolutif. C'est pas mal. Donc le projet commence à partir, donc pour soutenir à partir de $99. Voilà, donc les premiers, mais c'est déjà parti, sachant que le projet, pourquoi c'est parti ? Le projet est fini, hein, donc le projet de financement est terminé, c'est terminé depuis quelques jours. La livraison est prévue en avril 2018, donc c'est pas très vieux. Non, ça c'est proche. Hein. Voilà, c'est pas non plus ouf. C'est Clockwork qui fait ça, et la société qui est derrière Clockwork, en fait, ils sont spécialisés pour les cartes mères à base de chip ARM. Donc ils ont fait un Clockwork Pi, qui est la base en fait de cette plateforme-là, qui est déjà existante. Donc c'est pas non plus leur premier coup d'essai. D'accord, donc on peut s'imaginer qu'ils vont être sérieux à ce niveau-là. Voilà. Moi j'attends de voir l'ouverture réelle du système, voir si vraiment, parce que c'est bien de se dire j'ai un système ouvert, mais est-ce que derrière va y avoir des choses qui vont être compatibles avec ce système. On a vu des concurrents de Raspberry Pi arriver, qui se disent voilà on fait un truc encore plus puissant, qui va gérer plus de choses, mais en fait tu peux pas installer Recalbox dessus par exemple. Ouais. Donc du coup t'es un peu coincé, donc la plateforme sur le papier a l'air plus puissante, mais la compatibilité n'est pas assurée. Donc là j'espère que c'est des trucs qui sont quand même soutenus par une communauté. Voilà, donc, il y a aussi de ça, il faut que la communauté s'en empare, que j'ai envie de te dire. Après, le fait que la plateforme soit ouverte comme plateforme de développement avec un dev kit, ça peut être bien. Et puis il y a l'aspect modulaire aussi. Alors ça, on en rêve beaucoup, mais au final, tout ce qui était, tous les smartphones modulaires, ça n'a pas marché. Ceux qui ont été annoncés comme les projets Aria sont pas arrivés, et ceux qui sont sortis en fait ont fait un flop en termes de modularité. L'équipe d'extension des motos, machin, tout ça n'a pas marché. Donc sur une console comme ça, j'y crois moyen. Voilà. Ouais. Sur le papier c'est intéressant, mais j'y crois moyen. Indépendamment de ça, le form factor et les jeux qu'il peut y avoir dessus, ça peut être sympa. En tout cas, la finition, elle est top. Hein. Ça... Ouais, c'est très propre. Il y a des projets Kickstarter qui sont plus crados que ça, quoi. On est complètement d'accord, c'est relativement pro, et pour le prix, hein, c'est pas affolant, on va dire. Voilà, $99 le premier truc, et ça montait à 109, 110, 130, ils étaient restés raisonnables là-dessus. Voilà. Normalement, le prix de sortie en avril, le prix public en fait, quand il sera sur le marché, ils annonçaient autour de $140. Ce qui n'est pas non plus excessif pour une plateforme comme ça, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, à suivre. Rendez-vous en avril 2018. Ok. Hop, next. Ah. On va passer un petit peu du côté de Sega. Chez Sega, côté obscur de la force. On les a presque triés par constructeur, les news. Hein. Bon, allez, exactement, c'est vrai. Tout à fait bien ça, vu. En fait. Allez, on va parler de Monaco GP. Ah là là. Un jeu Dreamcast qui voit son mode online revenir. Alors, comment c'est possible en fait sur Dreamcast? Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Sur Dreamcast, en fait, ça fait 2 ans qu'on peut rejouer en ligne. Alors, bien sûr, tous les serveurs Sega sont fermés depuis des années. Mais on a un petit bonhomme qui s'appelle Jonas Carlson, qui lui voulait rejouer à sa Dreamcast online et qui nous a monté des serveurs pour pouvoir y jouer. Sachant que depuis 2 ans, il les monte un par un, et on a déjà eu droit à Chouchou Rocket. Chouchou Rocket, énorme. Un jeu mythique de la Dreamcast, Quake 3 Arena, Phantasy Star Online, Worms, World Party. Ah, c'est pas mal ça. Et puis, plein d'autres, je vais pas tous les citer. Donc le monsieur, sur son temps libre, il monte des serveurs. Voilà, c'est de jeux de l'époque. Ouais. Sachant que ça fonctionne avec DreamPi, parce que... Encore du Raspberry Pi, monsieur. Voilà. Il y en a partout. On parle souvent de Raspberry Pi dans cette émission. Et sachant que la Dreamcast, pour qu'elle se connecte à Internet, il fallait quelque chose pour faire l'interface, parce qu'elle a une petite extension modem. Mais après, donc, avec un Raspberry et DreamPi qu'on installe dessus, qui va gérer les flux réseau, en se connectant au modem et à votre Internet, va permettre de se connecter à son serveur à lui, sur lequel il a installé donc la version serveur de chaque jeu. Donc le Raspberry Pi se fait passer pour le modem de la Dreamcast, côté Dreamcast, donc tu le branches sur la Dreamcast, et de l'autre côté il est branché sur Internet. Au lieu d'aller communiquer avec Sega, il va communiquer avec les bons serveurs pour les jeux qui arrivent un par un. Un petit proxy.
Voilà. Sachant que cette personne qui est a déjà distribué librement le code source de tous ses serveurs pour essayer de faire monter la sauce, qu'il soit pas tout seul à faire revivre c'est bien. le mode online. Venez me soutenir, venez m'aider, c'est bien ça. Voilà. Bon après, on va pas se mentir, c'est vraiment un truc de niche, hein, parce que pour Ah bon, tu crois? pour pouvoir jouer online à sa Dreamcast avec le matos qui va avec, faut Ah être mais là, motivé. là tu passes un cap parce que t'as les pros du rétro gaming qui vont jouer avec le matos d'origine, les télés d'origine, les machins, ça tout d'origine. Alors lui carrément c'est le matos d'origine et se connecter à Et internet. online. Ouais. Ouais. Truc de On fou. est ceinture noire de rétro gaming. Oui c'est ça. Là on est à fond là on est à fond. Mais c'est Et surtout en plus, tu peux y jouer que si t'es un 56K. Exactement. Avec le bruit et tout, faut faire avec la bouche et tout ça pour te connecter. Gros bruit. ouais, forcément je l'ai pas testé, mais ça se trouve quand tu démarres le truc ça fait ce bruit là. T'imagines le Raspberry Pi t'émule le son aussi. Pour que Est-ce qu'on tu a y mis crois les vraiment. captures, je sais pas. Donc là Ouais. tu le vois qui fait son test, qui discute, t'as les deux qui discutent. Ah c'est le lobby. Ah le lobby T'as de le l'époque. lobby avec la chatroom et oui. tout. Voilà, donc Ça c'est le Discord de l'époque mes amis. Ça fait rêver. ça fait rêver. Ouais. Ça rappelle les trucs de Diablo aussi. Oui carrément. Ah oui carrément. Le c'est vrai. lobby chat. Donc pour toi qui es fan absolu de Dreamcast et de jeux en ligne, tu peux aller sur dreamcastlive.net. Cool. Je vous mettrai le lien pareil dans la description. Vous trouverez toutes les infos sur ce mode online et même au niveau du matos qu'il faut acheter, etc. pour vous y mettre vous aussi et rejoindre les 10 personnes qui sont en train de jouer. Ah là là. Non mais on a je crois que c'est Prozine dans la chatroom qui a racheté il y a pas longtemps une Dreamcast qu'il a offerte à sa femme pour la belle époque en souvenir, voilà. Donc bon. c'est Il a Balcon. offert à sa femme. Oui, c'est ça. À sa Tiens, femme. chérie. Ouais, tiens, C'est une console. pour qu'on joue ensemble, voilà. Donc voilà, maintenant tu Voilà. passes l'étape d'après, tu prends un Raspberry Pi et tu le branches dessus pour jouer en ligne. Voilà. Allez, Allez, une deuxième news Sega. next. C'est plus fort que toi. Ah bah Sonic obligé. Une petite news On peut pas Sonic. parler de Sonic, de elle Sega va, sans elle va Sonic. être très très rapide. Hein. Sonic Mania, vous vous en rappelez, il est sorti au mois d'août. C'est un jeu qui a été fait à la sauce des Sonic 1, 2, 3 Tout à fait. et qui est vraiment excellent comme jeu. Et donc Sega qui a publié ses derniers résultats a annoncé que ça avait été le Sonic le plus populaire des 15 dernières années. En Donc, même temps, ça m'étonne pas. Il n'y a pas eu d'autres Sonic. Non mais C'est un peu tout perdu. de suite le rabat-joie quoi. non, alors non, sans rigoler. Si tu regardes l'historique des 15 dernières années, il n'y a pas eu de Sonic majeur qui est sorti. Et il y a eu tellement de licences dérivées de Sonic, mais pourries, mais On est vraiment. d'accord. Voilà. Il y a eu beaucoup de dubs, beaucoup de Sonic en 3D, mais il y a quand même eu Sonic 4 et il y a quand même eu Sonic Generations qui était pas trop mal. Ah, ils sortent un peu du lot, C'est mais les deux qui surnageaient un peu au milieu de. ouais. de Alors l'océan, Sonic 4, de- je suis partagé dessus. Sonic Generation, oui, d'accord, ok. Mais tout le reste, t'oublies. Et il y en a tellement qui sont sortis. Mhm. Donc oui, je comprends qu'effectivement, c'est ça. On est Donc le voilà, meilleur. c'est un, parmi les c'est un caca. retour aux sources payant pour Sonic et pour, Le problème, c'est que pour le gameplay à l'ancienne quoi. le problème, c'est que cette licence, contrairement à Mario, tu vois, pour revenir dans les combats de base, hein, on va dire, ils ont pas su vraiment la faire évoluer. C'est-à-dire que pour qu'elle marche, ils ont essayé plein de trucs, mais à chaque fois, ils sont pas allés, Ah oui, ils ont pas allés dans renouvelé tous le les gameplay. sens, hein. Ils sont partis dans le jeu de course. Ils sont partis- tellement allés dans tous les sens. Ils ont pas su faire la transition vers un nouveau gameplay ou un nouvel univers. Alors que Mario, ils l'ont fait régulièrement, et on le voit régulièrement, ils testent des trucs, et alors, ça marche. Ok, ils ont de la chance, oui, ils sont très forts, mais Sonic, ils ont jamais réussi à le faire marcher autrement que à la première version du gameplay qu'ils avaient faite. C'est toujours du 2D, D'ailleurs, de la ce Sonic vitesse, Mania, du roule, voilà, tout ça. C'est resté carrément c'est sur les l'aveu bases. comme quoi, enfin, encore, ils l'ont un peu fait évoluer. Ça reste sur la même base, mais il y a. Ouais, la musique, quelques effets visuels, mais c'est vraiment des paillettes sur le gameplay actuel. Le gameplay n'a pas vraiment Sur le changé. gameplay de l'époque. Ouais, le gameplay de l'époque, pardon, c'est ce que je veux dire. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est dommage. C'est dommage. Pour la licence, c'est dommage. Ouais. Ça veut dire que du coup, ils vont pas pouvoir ressortir de nouveaux Sonic derrière ça. C'est-à-dire que c'est leur dernière réussite, mais ils vont pas ressortir un remix de celui-là tous les ans. Et ils vont peut-être faire un New Sonic Mania. Hein. Suivez mon regard. Ouais, je sais pas. Bon. Je sais pas. À suivre en tout cas, ça fait plaisir que ce Sonic Mania que nous avons tous aimé Oui, c'est ait vrai. bien fonctionné. Il est très très bien, je confirme. Et la dernière news du jour, Youhou! pour rester encore chez Sega, je te laisse lancer le titre, c'est donc une news toute fraîche, hein, c'est passe dans Retro Beats. Dans le thème manette.
Retrobits qui a annoncé qu'ils avaient signé un accord avec Sega pour construire et refabriquer plein d'accessoires Sega. Enfin. Pour les consoles Mega Drive, Saturn, Dreamcast, minimum. Donc on va avoir droit à ça. Non, alors ça... Retrobits, c'est voilà, pour vous montrer ce qu'ils font actuellement. Retrobit, pardon. Oui, Retrobit, tout à fait. Ils font des consoles un peu comme Hyperkin tout à l'heure qu'on a vu, des consoles hybrides qui prennent les cartouches et... c'est des constructeurs rétro gaming nouvelle gêne. Nouvelle gêne, voilà, qui n'ont pas les licences et qui font des consoles un peu comme ça, ou des manettes un peu comme ça. Donc là, on retrouve vraiment la forme de la manette 6 boutons de l'époque, qui était vraiment bien sur la Mega Drive. Retrobit, ils ont fait aussi une Game Boy de fou, comment ça s'appelle, la Super Retro Boy. Ouais. Il l'avait montré, elle était terrible. Et en fait, je crois pas qu'elle soit sortie, mais... Non, ça n'est pas sorti encore. Non, c'était un proto. Donc bon, en général, ils font du matos de moyenne qualité, mais là, ils ont vraiment annoncé que, bon, vu qu'ils sont en partenariat avec Sega... Tu parles de Sega ou de Retrobit? De Retrobit. Que... Ils ont annoncé qu'ils vont produire donc, des accessoires qui seront au niveau qualité, au niveau des accessoires Sega de l'époque. Donc ça, c'est un beau motif d'espoir. Ils vont faire ce que fait 8BitDo pour Sega, en fait. Écoute, j'espère. Faut espérer. J'espère que ça sera d'aussi bonne qualité. Forcément, Sega a vu la vague des manettes 8BitDo. Elle est même passée là. Ils sont dessous la vague là. Ils sont dans le bouillon. Là. Ils ont raté. Voilà. Ils sont un peu derrière, mais bon, ils vont essayer de la prendre. Il n'est jamais trop tard. Quand même. Il n'est jamais trop tard. Moi, je dis pas non. Hein, si on me sort une manette Mega Drive 6 boutons Bluetooth de bonne qualité, je pense que je la prendrai rapidement. Pour brancher sur un petit Raspberry. Tout à fait. Parfait. Nickel. Voilà. Ok. Bon, sachant que évidemment, elles se brancheront sur les anciennes consoles, parce qu'elles sont faites aussi pour se brancher sur les anciennes consoles. Ok. Contrairement au 8BitDo. Et tu peux le faire avec un adaptateur Bluetooth. Oui, en fait. c'est vrai. Donc là, ça sera la même, et tu pourras les brancher en USB aussi, et les brancher et les utiliser sur ton PC. Normal. Le minimum, j'ai envie de dire, si tu ressors du matos actuellement. Voilà. En 2018. Voilà, donc à voir, on aura des news en janvier, ils devraient en reparler au CES. Ah, ils sont toujours présents Retrobit au CES, ils ont toujours des petites annonces. Le Retro Boy, le Super Retro Boy, il avait annoncé CES, je crois, justement. Ouais, c'était une chouette console, ça, on en avait parlé. Ouais, carrément. Et ben c'est cool. Bon, on en a fini pour les news. Tant de news. C'est parfait, c'était bien la dernière, oui, tout à fait, carrément. C'était la dernière, tout à fait. Écoutez, on va tout de suite passer à la deuxième partie de l'émission. On va faire un petit test et de manette, du coup, on va rester dans le même thème. Cool. Dans cette deuxième partie de l'émission, on a testé pour vous, encore une fois, on a encore testé pour vous une autre manette. Mais oui, ça n'arrête pas. On a testé pour vous la SF30 Pro de chez 8BitDo, encore une fois. Alors attendez, je vous montre ça. Regardez, c'est magnifique. Et c'est encore un générique. Tiens, regarde, tu vas faire Maryse pour montrer l'émission. Pour montrer ça à l'émission. Alors, c'est une manette donc 8BitDo qui nous a été gracieusement envoyée par notre ami Belchine, qu'on avait déjà eu en partenariat sur des épisodes précédents. Donc, ils nous ont envoyé cette manette qui est donc une nouvelle version de la version Super NES 8BitDo. Donc, il y a plusieurs choses. Voilà, vous voyez, donc ça, c'est la version Super NES classique avec les mêmes boutons, le même form factor identique. Par contre, celle-là, c'est une version qui a été revisitée. Augmentée. Elle aussi. Donc, ils avaient déjà sorti, tiens, tu peux comparer cette version-là, donc la NES 30 Pro, donc qui est une version remasterisée d'une manette NES avec un peu plus de boutons, dont des joysticks analogiques et des doubles gâchettes. Voilà, on avait déjà parlé, on avait fait le test précédemment. J'étais pas ultra fan des gâchettes sur la tranche. Tout à fait, exactement. Donc joystick. On avait souligné effectivement ces deux points-là. Les gâchettes qui étaient difficiles d'accès pour les deuxièmes gâchettes derrière. Les joysticks qui étaient vraiment tout petits et courts. Et globalement, la manette qui était assez petite. Bon, après, pour jouer au bouton et à la croix, c'était quand même assez intéressant. Et ça marchait plutôt pas mal avec un Raspberry Pi derrière.
Alors, cette manette-là, la nouvelle SF30 Pro, qu'est-ce qui change dessus? Il y a plusieurs choses qui changent. Déjà, elle a plein de boutons, elle est compatible Bluetooth 4, donc ça c'est la révolution, vous allez comprendre pourquoi. Elle a maintenant aussi des rumble à l'intérieur, donc des systèmes de vibration intégrés. Elle a un détecteur de mouvement, ok, et alors le changement majeur, elle se recharge maintenant en USB-C et non pas en micro USB. Ah oui, il y a un port USB-C. USB-C. Alors pourquoi ces changements-là? Eh bien principalement parce qu'ils ont voulu faire une manette qui est d'abord pensée pour la Switch. Et directement ils attaquent le marché de la Switch. Ils attaquent complètement le marché de la Switch par l'angle rétro et par ce qu'ils savent déjà faire, c'est-à-dire des manettes dans le style rétro. Et ça va tellement dans le sens de la Switch qu'il y a des boutons supplémentaires dessus que tu n'as pas forcément vu, qui sont là et là, sur les côtés ici, qui sont... Alors attendez, je vais le montrer avec les incrustes, vous embêtez pas, regardez-moi ça. Clac, donc ça c'est la version européenne. Donc vous voyez... Il y a les deux sticks analogiques et en bas à gauche et en bas à droite de chacun des deux sticks, vous avez deux tout petits boutons qui sont tout plats, qui sont en fait les boutons Home et les boutons capture écran qu'on a sur la manette de la Switch. Ils sont vraiment pensés pour ça. Et les manettes Select et Start, vous voyez sur la capture, il y a un moins et un plus, donc ils reprennent pareil les boutons moins et plus de la Switch, à l'identique. Donc c'est vraiment pensé pour ça. L'autre changement qu'on a, c'est au niveau des gâchettes. Donc vous le voyez sur la capture à gauche, les gâchettes sont mieux agencées, donc la manette est un peu plus épaisse à l'arrière, pas beaucoup mais un peu plus, suffisamment pour qu'on ait les doubles gâchettes qui soient utilisables comme il faut. Si tu appuies là-dessus, normalement, alors attends, pour la démarrer c'est ça et ça, et celui-là qui va démarrer, du coup, tu vas pouvoir jouer en direct et me dire ce que t'en penses. Voilà, je te lance en même temps, donc Charlie va tester ça en live, hop, un petit Mario Odyssey, vas-y tiens, tu peux tester. Aha. On a une Switch sur la table, du coup il va tester en live et il va nous dire un petit peu son retour. Allez, à plus tard. Allez, salut. Tac, démarrer en l'état. Ça marche pas. Bah prends un autre, prends ce que tu veux. Je l'ai pas branché sur le Wi-Fi. Alors il y a une version européenne, japonaise et une version US. Donc vous voyez ce qui change, c'est juste les couleurs et les boutons qui sont concaves, convexes là entre les YX et BA, hein, carrément. Voilà. Donc ça c'est pour ce qui change. Vraiment une manette pensée pour la Switch à l'origine. Alors du coup, moi j'ai testé ça. Alors j'ai testé ça ce week-end, principalement pour jouer sur la Switch, et je me suis fait le DLC 2 de Zelda. Donc j'ai récupéré le DLC 2 et j'ai joué avec, donc vraiment en conditions réelles, c'est-à-dire que je me suis dit je fais que le jeu avec cette manette là. Alors déjà, prise en main, on reconnaît la... Ah oui, ça vibre. Voilà, alors, ça vibre beaucoup. On reconnaît la qualité des plastiques de 8BitDo, donc là c'est la même qualité, on reconnaît les mêmes plastiques, la croix est pareil, les boutons sont nickel, tout va bien, c'est de la bonne qualité de fabrication. 8BitDo, on a le même support au niveau de la manette, c'est-à-dire qu'on va retrouver les mises à jour de firmware disponibles sur leur site. Donc depuis la sortie de la manette, il y a déjà eu 2 ou 3 mises à jour des firmware pour améliorer notamment la stabilité du Bluetooth et la latence pour qu'il n'y ait pas de latence derrière la partie, voilà. Je crois qu'elle est sortie il n'y a pas longtemps. Elle est sortie il n'y a pas longtemps, mais ils continuent d'améliorer le produit. Et tous les autres produits, tu as des mises à jour effectivement derrière pour ça. Donc c'est d'abord des mises à jour pour la Switch. Ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne très bien. Pas de problème. Alors, les gâchettes sont très clairement meilleures. Et heureusement, parce que tu as besoin de tes 4 gâchettes pour jouer sur la Switch, et elles sont très clairement, les 4, vraiment utilisables. Elles ont l'air un peu petites comme ça, mais en fait, en jeu, aucun problème. C'est largement suffisant pour jouer. C'est largement mieux que celle-là. C'est très largement mieux que la NES 30 Pro, il n'y a aucun problème là-dessus. Les vibrations qui sont dedans, donc tu l'as dit, c'est pas une chose que tu as vu quand tu l'as prise qui a vibré, les vibrations, elles sont là. Elles sont très largement en dessous de ce qu'on peut retrouver dans les manettes de la Switch. Donc par exemple le pad Pro de la Switch, où il y a du Rumble HD, comme disent Nintendo. Il y a vraiment une différence, on sent la différence. Le vibreur est plus fort, c'est dommage qu'on puisse pas le diminuer. Et en plus, il est bruyant, c'est-à-dire qu'on l'entend pas mal. Mais il a le mérite d'être là. La différence, par contre, c'est sur des jeux comme Mario Odyssey, où on a besoin en fait de détecter la présence de la vibration dans le sol. En fait, tu bouges ton Mario et tu as des endroits où ça va vibrer, tu te dis il y a un objet planqué dans le sol. C'est moins précis sur cette manette, donc on le voit bien. Oui, mais tu étais obligé de l'avoir par contre pour pouvoir y jouer du coup. Ils étaient obligés de mettre le Rumble pour avoir cette fonctionnalité. Bien sûr, pour que ce soit compatible Switch, il faut que y ait ce Rumble. Alors c'est pas obligé, c'est-à-dire que la manette NES 30 Pro, tu peux jouer avec sans le Rumble, mais du coup tu perds une des fonctions des jeux. Bah oui. Bon. Donc la vibration un peu moins qu'un pad Pro.
La précision, donc le motion sensor, la détection de mouvement, elle est impec, rien à dire. Franchement, j'ai joué à Zelda avec, j'ai fait la visée, donc à l'arc dans Zelda. Ah parce oui, que t'as un sens tu dedans. peux girer avec le motion, le changement de détection de mouvement. Tu peux tirer donc du coup à l'arc et viser. Franchement, aucun problème. Ça n'a, franchement, j'ai pas vu la différence avec un pad pro, donc c'est la même précision. Donc ça, c'est plutôt cool pour une manette comme ça. Donc la prise en main est top, l'autonomie franchement impeccable. Donc ils annoncent sur le site du constructeur 16 heures de jeu, c'est une batterie 480 mAh, donc c'est 3 fois moins, même quasiment 3 fois moins qu'un pad pro. Donc vraiment la batterie est beaucoup plus petite, mais 16 heures de jeu c'est largement suffisant. J'ai fait tout le week-end avec sans la recharger. Elle est toujours pas rechargée d'ailleurs, D'accord. sur un cycle de charge. Donc franchement ça tient carrément bien. C'est pour ça que je meurs, c'est parce que des fois elle se déconnecte, c'est ça? Non, le Wi-Fi, le Bluetooth pardon, est super stable. Donc là, franchement, aucun problème avec la Switch. J'avais un peu plus de problème avec la NES 30 Pro, peut-être aussi parce qu'elle elle capte moins bien, et surtout, je pense, parce que c'est du Bluetooth 2 versus du Bluetooth 4. Donc là, il y a une vraie différence. Par contre, on a aucune latence avec, donc franchement, c'est top. Alors, on nous a posé des questions, notamment sur la compatibilité. Alors oui, je parle d'abord de la Switch. Comme toutes les autres manettes 8-bit-do, elle est compatible avec Windows, Android, macOS, Steam, puisqu'en fait c'est une particularité, et Raspberry Pi. Alors, particularité Raspberry Pi, on va en parler après. Windows, Android, macOS, Steam, il y a des modes de démarrage. Donc comme sur les autres manettes 8-bit-do, il faut démarrer avec une combinaison de boutons Gâchette, bouton. pour qu'elle démarre dans un mode particulier. Alors c'était un reproche que j'avais fait sur les manettes 8-bit-do précédemment, c'est que si tu n'avais pas la notice avec pour savoir comment démarrer ta manette, et ben t'étais perdu. Et alors là ils ont eu une petite idée qui est vraiment lumineuse, mais qui est pas, il fallait y penser. Sur le dos de la manette, en fait, le stickers où t'as la marque, Ah, c'est écrit. t'as les tout petits raccourcis pour te dire dans quel mode tu démarres avec quel raccourci de bouton. Et bien ça change tout. Je vous dis, ça change tout parce que t'as pas sorti la notice ou à t'en rappeler. Voilà, donc là, tu as 4 modes de démarrage, les 4 modes principaux pour la démarrer en mode Windows, Mac, Steam ou Switch. Voilà, donc démarrer en Switch, c'est Start et Y en même temps. Donc le bouton Start. C'est ça. Voilà. Et quand tu as pris le coup de main, après, tu y penses sans problème. Voilà. C'est génial. Il y a une fonction turbo, donc on est capable avec une combinaison de touches de faire une répétition automatique d'un bouton. Donc ça, pour les jeux, tu sais, genre les shoot 'em up où fallait tirer plein de fois et bourriner le bouton, bah, tu as une fonction de turbo pour gérer ça de manière automatique. Donc ça, c'est plutôt bien. Les limites, il n'y a pas de lecteur NFC dessus, donc elle n'est pas compatible avec les Amiibo. Ce qui ne m'étonne pas et franchement me gêne pas énormément pour jouer sur la Switch. Après, Bon, ça, indépendamment de la Switch, ça pose aucun problème avec le reste du matos. Voilà. Est-ce que tu as joué sur ta Shield? Alors non, c'est un des prochains tests que je veux faire, puisqu'en fait j'aimerais bien faire une grosse partie dans un prochain RGB sur du rétro gaming sur la Shield, on nous le demande en plus, et j'aimerais bien la tester avec la Shield. Normalement elle est compatible, puisqu'elle est compatible Android, elle devrait être compatible Android TV, il n'y a aucun problème là-dessus. Elle est aussi compatible donc Raspberry Pi, sans vouloir en parler. Alors, elle est compatible et indirectement, c'est-à-dire que le support Raspberry Pi officiel par 8-bit-do va arriver dans une prochaine mise à jour du firmware. Alors pourquoi on peut déjà le faire et c'est pas encore supporté officiellement? Parce qu'en fait, il y a des modes de démarrage sur lesquels elle va être détectée par un Raspberry Pi et utilisable, mais pas dans son plein potentiel. Alors par exemple, quand tu la démarres en mode Android, je crois, elle est détectée par le Raspberry Pi, donc Recalbox par exemple, ou un RetroPie. Par contre, la course des gâchettes, la course des joysticks est pas à 100%, ce qui fait qu'en fait, si tu bouges à fond à droite, le Raspberry Pi va pas savoir que tu es à fond à droite, il va croire que tu es à 70% à droite. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc tu es obligé de le démarrer. Alors il y a des mecs qui ont trouvé des astuces pour la démarrer en mode Mac, et la rendre détectable en dur en codant l'adresse MAC du Bluetooth pour qu'elle soit détectée par le Raspberry Pi pour que tu puisses jouer avec, et là c'est à peu près compatible. Donc il y a encore un peu de travail là-dessus. Pour les gens qui se font une plateforme de rétro gaming sur Raspberry Pi, qui ont déjà bidouillé dans le code pour configurer ça, c'est pas ouf non plus, c'est gérable. Mais ça va être encore mieux dans les prochaines mises à jour, où on aura un vrai système complètement intégré pour gérer ça nativement dedans. Voilà. C'est déjà utilisable, moi je l'ai testé sur le Recalbox, il faut une version récente, le 4.1 je crois, c'est détecté, voilà, donc ça marche au moins aussi bien que la manette précédente, mais ça va être cool de savoir que ça va s'améliorer encore après. Voilà, donc compatible Windows, détecté en Bluetooth, c'est aussi utilisable en câble USB, donc tu peux la brancher en câble USB avec le USB-C, donc tu as un câble fourni avec que tu peux brancher sur un PC ou sur un Raspberry Pi, c'est détecté comme une manette classique. D'accord. Donc ça c'est plutôt cool.
Un truc, jouer à Speedrunner avec ça. un truc que j'ai oublié de dire, les sticks analogiques sont vraiment très bien. On n'est pas sur des sticks de folie, mais on est sur largement suffisant et beaucoup mieux que sur la NES 30 Pro. Ouais, c'est pas un stick de PS Vita, quoi. C'est un vrai gros stick. C'est un vrai gros stick. On est sur des sticks qui sont très proches de ce qu'on peut retrouver sur une PS4. Voilà. Ils sont aussi cliquables. La course est très bonne. Ils sont un poil plus petits. Ils sont moins hauts, enfin, tu vois, moins longs, on va dire. Mais le mouvement est largement suffisant. Enfin, super nickel. Et encore, pour vous dire, pour jouer à un Zelda ou Mario Odyssey, c'est parfait. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, c'est vraiment utilisable en jeu au quotidien, pour un vrai jeu que vous allez faire sur la durée. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, on m'a posé la question, avant que je fasse ce test-là, sur... Est-ce que je prends une manette SF30 Pro comme ça et bidou, ou est-ce que je prends un pad Pro pour la Switch? Sachant que j'en ai pas avant, c'est-à-dire que j'ai une Switch sans manette tierce, sans manette officielle, on va dire, lequel je prends. En fait, franchement, l'écart de prix déjà, celle-là, elle est dispo autour de 50 €, donc globalement, c'est la moyenne que vous allez voir sur le net, elle est autour des 50 €, un pad Pro, c'est 59 €, je crois. Donc l'écart de prix est pas ouf. Le pad Pro, on gagne avec le Rumble HD, donc les vibrations HD, et le NFC. Si vous n'avez pas utilité, que vous préférez effectivement les sensations rétro, celle-là fera entièrement l'affaire pour une manette, une vraie manette de jeu au quotidien sur la Switch. Et le gros intérêt, c'est que tu peux aussi t'en servir sur d'autres choses que la Switch. Tu peux t'en servir sur la Switch, et si tu as un Raspberry, basculer pour pouvoir jouer aussi sur ton Raspberry Pi derrière avec du rétro gaming. Ce qui est plutôt intéressant. La croix, elle est très bien, donc c'est une vraie croix Nintendo qui fait des ampoules au pouce, hein, comme on nous a dit dans la chatroom, il n'y a pas de problème. Qui fait les clics. Qui fait des clics et tout ça, donc pas de problème là-dessus. Et voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Il n'y a aucune latence, hein. Franchement, j'avais eu des soucis de latence avec la NES 30 Pro et un Raspberry Pi. Et toi aussi, tu l'as vu sur ta manette, hein, je crois. Sur celle-là, la même chose. Galéré sur Wonder Boy avec celle-là. Il y a eu des mises à jour de firmware, et en plus, avec le Bluetooth 4, normalement, le latence est résolu. En tout cas, moi, sur celle-là, j'en ai pas constaté du tout. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc c'est une bonne petite manette pour ceux qui veulent faire et du rétro gaming et jouer sur la Switch. Voilà. Franchement, si vous avez que du rétro gaming à faire, c'est une très bonne manette aussi. Par contre, il y a des boutons qui actuellement vont pas être utilisables. Je pense aux petits boutons Home et au bouton de capture d'écran derrière. Il n'y a pas encore d'utilisation possible sur le Raspberry Pi. Ça va venir avec les évolutions qu'ils vont faire dans le monde. En tout cas, avec celle-là, tu couvres beaucoup de choses. Là, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que tu as vraiment le cas d'usage global. C'est-à-dire que tu peux aller de la Switch à tous les jeux rétro gaming et les jeux PC, etc. Et compatible Steam. Donc tu peux jouer avec tes jeux Steam sans avoir à faire de remapping de boutons. Ce qui était problématique pour certaines manettes. Sachant qu'elle est super agréable au niveau de la prise en main par rapport à celle-là. Elle est un peu plus volumineuse. Qui avait beaucoup de boutons, mais qui était tout à fait. Elle est un peu plus volumineuse à trimballer. Celle-là était un peu plus plate aussi pour glisser dans un sac, transportable d'abord. On le voit comme ça. Par contre, voilà, elle est plus fine. Celle-là, par contre, elle est beaucoup plus utilisable en jeu. Je voulais dire un autre truc, et je sais plus ce que c'est. Oui, on peut en brancher plusieurs également sur, comme les autres en fait, mais celle-là, elle gère jusqu'au mode 4 joueurs sur la Switch, donc il y a des petits voyants dessous, et quand tu la démarres en fait, juste en dessous, voilà, tu as 4 petits voyants qui sont les mêmes voyants qu'on a sur la Switch, donc on sent l'inspiration, et tu peux jouer jusqu'à 4 dessus. Voilà, donc j'ai pas testé, par contre j'ai vu des gens qui ont... C'est la version US qui claque. J'ai vu des gens qui ont testé avec 2 manettes, ça marche très bien, ils ont eu des soucis de latence, parce que du coup avec les 2 manettes ça avait un petit conflit sur le Bluetooth, et apparemment il y avait de la latence, qui a été corrigé avec le dernier firmware. D'accord. Donc ça c'est utilisable normalement sans problème sur la Switch à 2. Ça c'est plutôt cool, comme une photo comme ça. T'en prends une de chaque couleur, tu vois, pour faire complet, et puis paf, tu joues sur la Switch avec... voilà. 49 €, c'est ça? Oui, autour de 50 €, prix moyen constaté. Je crois que c'est le prix sur lequel on peut la toucher du coup chez notre sympathique ami de chez Belchine qui nous l'a envoyé gracieusement, donc voilà, parfait. Qu'on remercie chaleureusement encore une fois, donc belchine.net, d'ailleurs on fait ça, voilà. Il y a son site qui est là, donc il nous l'a gentiment envoyé. Vous pouvez la retrouver, donc elle est en stock là-bas. Alors en ce moment, elle est en cours de réapprovisionnement un peu partout, donc il faut vraiment suivre les stocks. Elle est. Ah, t'as tout cassé. Pardon. Pas de problème.
C'est moi. Elle est dispo au compte-goutte, hein, puisqu'en fait, elle est pas produite en grande quantité pour l'instant. Ils sont réapprovisionnés régulièrement au niveau de toutes les boutiques. Hein. C'est pas propre à Belchine, c'est vraiment au niveau de tout le monde. Donc, faut suivre un petit peu les stocks. Là, il y a eu du restock il y a pas très longtemps. Donc, si ça vous intéresse, c'est pas mal. J'ai oublié un dernier truc. Elle est compatible smartphone et elle est compatible aussi avec le support pour smartphone de 8BitDo, qui est là. Donc, en fait, ça, c'est quand tu veux jouer sur ton smartphone, tu as des supports que tu peux plugger qui prennent la manette et le smartphone pour que tu n'aies pas à le tenir. Et le smartphone, le support existant est compatible avec. Donc le support est autour de $8, je crois. 8 €, $8. Ouais, c'est pas cher. Donc voilà, tu peux faire une commande avec ça en plus. Donc vraiment une manette qui passe partout et compatible Switch. Alors moi je suis ravi parce Pour que... jouer à tous les jeux Sega qui sont gratos en ce moment avec Sega Forever. Pas mal. Elle est pas mal. Donc voilà, écoutez, franchement, je vous la recommande. Alors franchement, si vous avez une Switch, surtout, si vous n'avez pas de Switch, faut vraiment avoir la plateforme d'émulation qui va avoir besoin des sticks analogiques. Donc qui va avoir besoin d'aller jusqu'à la PS1 par exemple, ou la Dreamcast, ou comme ça. Ouais, bah voilà, avec un Raspberry 3. Voilà, si tu as un Raspberry Pi 3 avec un avec rétro... de la PS1 et... un rétro Pi, voilà, ou un Recalbox, jusqu'à la PS1, du coup ça devient utilisable avec cette même manette là. Voilà. Alors après, tu vas te dire, ouais, jouer à la PS1 avec une manette Nintendo, tu trahis les gens et tout ça. C'est vrai. Bon, mais c'est clairement, voilà, ce qu'on nous dit, c'est une manette ultime rétro en général. Voilà. Ça a bien évolué. Ils faisaient déjà des produits de bonne qualité, là, maintenant ils couvrent tous les cas avec ça. Ils ont plus qu'à faire des manettes Sega, quoi. Quelle est la différence avec la manette SF30? La SF30 c'est celle-là, et alors, la SF30 elle n'a pas de stick analogique, elle a en fait les boutons à l'identique d'une Super Nintendo. Voilà. Au niveau des gâchettes, t'en as que deux, t'as que L et R, alors que sur celle-là t'as R1, R2, L1, L2. Belchine qui nous dit, donc Belchine dans la chatroom qui nous dit qu'actuellement il doit être un des seuls à en avoir en stock. C'est tout à fait possible, c'est très difficile à en trouver actuellement et il y en a en stock, ça c'est cool. Voilà, elles sont belles, hein. Franchement, qualité du plastique, la couleur et tout ça, tout est respecté. Moi j'aime bien les deuxièmes gâchettes qui sont du coup incurvées. Tu sais. Alors je vais vous les montrer comme ça, hop. Ouais. Voilà. Et mais franchement ça tombe bien sous les doigts, c'est top. Les sticks, les vibreurs et les boutons en plus. Ils sont vraiment super utilisables les gâchettes. Hein. Bah ouais, ça... Quand j'avais vu les premiers modèles en fait en capture, je m'étais dit ça dénature un peu la manette Super NES, tu sais, je m'étais dit les gâchettes tout ça, j'ai l'impression qu'elle est super grosse, super fat. Ouais. Et en fait, quand tu la prends en main, non, c'est pile le bon gabarit, ça tombe bien et c'est complètement utilisable. Donc moi, je vous la recommande, franchement. C'est top. Voilà. Et du coup, je vais continuer à regarder si alors je vais attendre de voir le firmware pour RetroPie ou Raspberry Pi pour voir effectivement comment elle va évoluer sur ce mode-là, puisqu'en fait c'est le deuxième cas d'usage qu'on va voir par rapport à ça. Et surtout, j'aimerais vraiment voir avec la Shield comment ça peut se brancher là-dessus. Voilà. Et bien écoute, c'était tout. C'est parfait. On a fait le tour. On a fait le tour des news, on a fait le tour du test. Écoutez, petite question, parfait, des petites questions, allons-y. Il n'y a pas d'émulateur PS2 sur Raspberry Pi? Non, je ne crois pas. Pas assez puissant. Non, c'est pas si puissant. Et puis, non, pourtant ça va jusqu'à la Dreamcast, mais la PS2, je crois pas. Non, ils se sont arrêtés à la PS1. Après, t'as un problème sur la PS2, c'est que la taille du jeu, il est assez conséquent. Tu commences à arriver sur un... C'est un DVD déjà sur la PS2, je crois. Donc déjà, ça fait 4 Go le jeu. Ouais, ça commence à faire un peu costaud. Donc bon, Raspberry Pi, ça reste quand même un petit truc, hein. Faut pas non plus... Et en plus de ça, la majorité des jeux en émulation PS2, il faut avoir une 970 au moins. Ah, sur PC déjà, faut du matos de fou. Ouais, ouais, s'émule pas bien. Ouais. Même avec ça, t'as pas forcément tout le temps le bon framerate. Oui, bah oui. T'as les limites du framerate, évidemment. Ouais, après... J'avais fait ça et aussi j'avais fait GameCube sur PC. Il faut un bon matos là aussi. Ah, GameCube, non, c'est plutôt bien émulé, je crois que sur... un DVD, c'est 4 Go 7, hein. C'est pas 700 mégas. Ouais, non, 700 mégas, c'était le CD. Le DVD, c'est 4 Go 7. Et 9 Go pour le double couche de l'époque. Et oui, monsieur, on est très intéressé par la Shield. Oui, je sais. Tu t'étais pas le seul, Hydreliox, il y en a plusieurs qui nous demandent ça, on va en parler. J'en ai eu aussi de Charlie a une Shield, moi aussi, j'ai commencé à installer des trucs dessus, j'ai pas trop eu le temps de creuser le truc, c'est pas... Moi j'ai installé Netflix et je suis jamais ressorti.
Ah non, ça j'avais déjà installé, mais j'ai installé des trucs d'émulation dessus. Ah J'ai oui, commencé bien. à tester le truc et tout ça, donc C'est bien. je suis allé un peu loin. Mais voilà, c'est pas immédiat sur la Shield. Mais on en reparlera, on y reviendra, il n'y a aucun problème. On y pense, on vous oublie pas. Voilà, si vous avez terminé les plateformes. Avec le Pi 4 sûrement pour la PS2. Peut-être, on verra d'ici là. Il n'y a pas de souci. Mais écoutez, merci d'être venu nous voir. Ça fait plaisir. N'hésitez pas, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, à nous laisser des commentaires. Des étoiles, non, c'est ça? Non, des pouces Non bleus, je crois. Ah, c'est des pouces et la cloche et tout ça, allez-y, pim pam poum. Bon, ça, à la limite, c'est pas grave, hein, mais si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à nous poser des questions, mettre des commentaires. Les pouces bleus, c'est bien aussi. Les pouces bleus, c'est bien, il n'y a pas de problème. Alors, voilà, pour nous suivre, vous avez nos Twitter en bas qui sont juste là. Ça, voilà. c'est sur Twitter, voilà. Donc, je me fais en premier puisque c'est dans l'ordre. Chris Kamikas, Charlie avec deux underscores, c'est ça. et Jeff Quaderi qui nous a fait la super magnifique régie ce soir, avec un coucou des doigts. Il nous fait Canal Plus chiffré. N'hésitez pas. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir sur geeking.fr/don. Cette émission fonctionne grâce à vous et vos soutiens. Jeff mange grâce à vous et vos soutiens. Oui. Voilà. Le Superbe Studio dans Le lequel nous Superbe sommes Studio. est payé grâce à vous. Donc, Tout à fait. merci à vous. beaucoup. Merci à vous. Pour la suite des émissions, donc regardez geeking.fr/agenda pour avoir les émissions en live, pour retrouver ce qui va être diffusé prochainement dans les émissions. Sachant que là, on va arriver dans une période de fête, il va y avoir une petite coupure vacances générale, on va dire, d'à peu près toutes les émissions. Il y aura peut-être des streams Des sauvages. streams de jeux plutôt. Voilà. Et puis les émissions, ça devrait reprendre à la rentrée. On reprend ça à la rentrée avec un rythme à peu près normal. Et puis. Surtout, le 31, c'est la fête. Voilà. Le 31, il y a un stream spécial Réveillon avec plein de gens qui seront ici présents, qui vont danser devant vous, jouer à des jeux, faire des trucs de fou ici. On va retrouver des gens de Geeking de l'autre bout de la France qui vont venir se rassembler ici. C'est juste merveilleux. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir, faire coucou au moins le 31, déboucher le champagne avec Voilà. nous et puis nous souhaiter la Trop bonne de année. morceaux de foie gras. Voilà. Ça t'a bien résumé la soirée, c'est ça. Champagne, foie gras, nickel. La régie, c'est Coderi, bien sûr. Magnifique, il y a un jiggle, il faut faire quelque chose par rapport à ça. Allez, merci à vous et à bientôt. À la prochaine. Ciao, ciao. À l'année prochaine sûrement. Bye. Salut.